C'est une question qu'on me pose souvent, n'est-ce pas? D'où vient le P-47, n'est-ce pas? Comment s'est fait le choix de cette arme? Quelqu'un a posé cette question ici, regarde. Quelqu'un a posé cette question ici. J'aimerais que Vicente nous explique pourquoi le P-47 a été choisi comme équipement destiné à la FAB en Italie. Alors, Il y a une zone grise là, qui était la raison du choix du P-47, d'accord? Non, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Je ne connais aucun document où soit indiqué le motif, que ce soit une lettre, un document officiel, la raison pour laquelle le P-47 a été choisi. Maintenant, la question que les gens posent quand normalement, c'est « Mais le P-47 a-t-il été choisi à cause de la mission du groupe, n'est-ce pas ?» Quand le groupe est arrivé là-bas, il n'y avait plus de Luftwaffe, il n'y avait presque plus d'aviation italienne non plus, alors ils ont commencé à faire du bombardement en piqué, et le P-47 n'était pas l'appareil le plus adapté pour cela. La réponse, c'est non, ce n'est pas pour cette raison. Pour une raison très simple. Le groupe de chasse est parti d'ici, comment ça s'appelle? Les hommes clés sont partis en janvier, les 3 et 4 janvier 44 si je ne me trompe pas, pour Orlando. Ensuite de Fuota de février jusqu'en avril, mai, les groupes sont partis pour le Panama, n'est-ce pas? Et en mars 44, il y a déjà un document demandant 68 avions du type République P-47 aux Américains. Il existe déjà une demande officielle. Cela en mars 44. Que se passe-t-il? Le groupe de chasse a été envoyé en Italie. En fait, au début, il n'allait pas en Italie, il devait aller en Afrique du Nord, d'accord? La destination initiale du groupe de chasse était Telergma, qui se trouve en Algérie. Où devaient-ils aller au départ? Où allaient-ils opérer? Oui, avec la force aérienne côtière des Alliés, la Mediterranean Coastal Air Force, qui était responsable de la défense de l'Afrique du Nord, du sud de l'Italie, de la Sicile, de la Corse, et aussi de la protection des convois qui traversaient la Méditerranée, n'est-ce pas? Comme c'était leur fonction, tout l'entraînement qu'ils ont fait à Orlando, au Panama, puis l'adaptation au P-47 à Suffolk, a été orienté vers le combat aérien. D'accord? Alors, dire que le groupe de chasse a reçu le P-47 parce que la mission était l'attaque en piqué et que le P-47 avait déjà été commandé en mars, ça veut dire quoi? Les gars ont suivi un entraînement inadapté. Leur mission était l'attaque en piqué, mais ils ont fait du combat aérien. C'est illogique, tu vois? Et là, on a un document, oui, j'en ai une copie, oui. Malheureusement, je n'ai pas pensé à séparer celui-là en particulier, de Vanderlei son rapport, où il en parle. Oui, une semaine avant que le navire de Colombie n'arrive en Italie, et il allait s'arrêter au port de Naples. Le groupe de chasse se dirigeait alors déjà vers Pomigliano, et plus vers l'Afrique. Oui, ils ont changé la destination du groupe pour Livourne, puis pour Tarquinia, et ils ont appris que le groupe de chasse ne ferait plus la défense aérienne. À l'époque, on évoquait déjà la défense aérienne de la région de Naples. Le groupe allait être affecté à une mission de bombardement en piqué, de bombardement tactique, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils ont quitté l'autorité de cette force aérienne de la Mediterranean Coastal Air Force et sont passés sous l'autorité de la 12e force aérienne sous le commandement de Tidlow, d'accord? Du 22e commandement aérien tactique, c'est bien ça? Parce qu'à l'époque, quand ils sont arrivés, au début, c'était Tidlow. Et ensuite, c'est devenu Thomas Darcy, n'est-ce pas? Euh, Donc, ils ont quitté cette fonction, alors ça n'a aucun sens de dire que le P-47 a été acheté à cette fin. Donc, des hypothèses, ce que je pense le plus probable, c'est qu'il avait déjà été décidé avec quel groupe le groupe de chasse allait voler. Et si tu vas voler avec une unité américaine X, l'unité ne va pas voler là-bas tu ne vas pas avoir le P-51 et toi le P-47, les gars avec le P-39 et toi avec le P-40, tu comprends? Dans un groupe de chasse, tous les membres ont le même équipement. Donc ce qui a du sens, c'est que si j'avais une idée, c'est comme ça, j'utilise la logique, d'accord? Je ne vais pas trancher ni m'avancer, mais en analysant ce que j'ai, c'est ce qui a du sens. Rappelons que le document de Manderley dit même ceci, que la formation du groupe devait être faite. En P-40, si l'avion choisi était le P-47 ou le P-51 ou en P-39, si l'avion choisi était le P-63, accroche-toi bien. Donc si tu regardes à la fin de 40 et à la fin de 40, le P-350 était encore là dans la région de la Corse, au nord de l'Afrique, en train de voler sur le P-39. Tu as compris? D'ailleurs, le groupe de chasse
Le groupe de chasse, le P-350, avec lequel Santapua a volé, ils ne sont passés au P-47 qu'entre août et septembre 44, c'est ça. Il y a eu une période où ils ont utilisé les deux. Ils ont utilisé le P-47 et le P-35. Oui, parce que, non, parce que les avions n'ont pas été remplacés d'un coup. C'est pour ça que je dis d'août à septembre, parce que les avions n'ont pas été changés d'un seul coup. Ils ont été remplacés progressivement, ils ont retiré les P-39. Et une chose que peu de gens savent aussi, c'est qu'ils n'ont pas seulement piloté des P-39, mais aussi des P-47. Comme lorsqu'ils défendaient, si je ne me trompe, je crois que c'était la Corse ou le nord de l'Afrique. En plus du P-39, chaque escadron a reçu 2 P-38 pour intercepter les avions de la Luftwaffe de reconnaissance à haute altitude. Alors, Oui. donc ce qui me semble logique, c'est ça. Choisir un avion non pas en fonction de la mission, mais en fonction du groupe avec lequel il va voler, parce qu'il faut avoir une certaine communalité, n'est-ce pas? Même au niveau de la mécanique, de l'équipement, etc., etc. Oui. Et là, je crois aussi qu'il vaut la peine d'ajouter que, à cette époque-là, justement, en Méditerranée, cela était en train de se consolider, c'était déjà consolidé. En fait, je parle de l'époque où le groupe a été créé, la division entre les responsabilités tactiques et stratégiques était déjà consolidée. N'est-ce pas parce que la 15e force aérienne qui est stratégique, elle a été créée le 1er novembre 1943, créée. Le premier commandant, si je ne me trompe pas, c'était Little d'ailleurs, n'est-ce pas? C'était Little. Ensuite, le commandement est passé à Nathan Twining juste après, parce que Little est allé prendre le commandement de la 8e, là-bas en Angleterre. Là-bas en Angleterre. Oui. Alors, comme il existait déjà cette dualité, ici, tu vois, ce groupe-là fait des vols stratégiques et ce groupe-là fait des vols tactiques. Si tu intègres le Santapua, si tu intègres le groupe de chasse brésilien au sein de la 15e force aérienne, tu es essentiellement en train de dire que ce groupe devra escorter des avions à l'intérieur de l'Allemagne, n'est-ce pas? C'est la seule façon pour un Brésilien de piloter un Mustang, non? Le Mustang est un avion de supériorité aérienne. C'est un avion de combat, c'est un avion à long rayon d'action pour l'escorte de bombardiers, l'escorte de missions de bombardement et les patrouilles de chasse à longue portée. Ce n'est pas une mission tactique, ce n'est pas une attaque contre des cibles au sol. Le Mustang n'a pas la résistance du P-47, ni la robustesse du P-47, ni la puissance de feu du P-47 pour continuer à attaquer. Des positions blindées, n'est-ce pas? Des positions terrestres fortement défendues. On voit même le Mustang faire du mitraillage de terrain d'aviation, ce genre de choses. Mais pour attaquer une position défendue, c'est plutôt le P-47, n'est-ce pas? Oui, il faut se rappeler qu'en fait, le P-47, à ses débuts, il n'avait pas cette fonction, n'est-ce pas? Le P-47, il a commencé comme avion de chasse, d'accord? Oui, au sens littéral du terme, et c'est ensuite sa résistance qui a montré qu'il était un avion adapté à cela, n'est-ce pas? Donc d'ailleurs, les premiers avions que le groupe de chasse a eus, parce que nos P-47 ne sont pas arrivés d'un coup en Italie, n'est-ce pas? Donc les P-47 ont commencé à arriver. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était en juin 44 que les premiers sont arrivés au dépôt à Naples, n'est-ce pas? Et c'était en les D-25, 27, 28 qui n'avaient même pas de frein de piquet. D'accord, n'est-ce pas? Ils ne l'avaient pas, ils n'étaient pas encore totalement adaptés à ce type de mission. Seuls les D-30 avec la D-30 auxquels ils ont ajouté les freins de piquet pour ralentir. Parce que le Thunderbolt en piquait. D'ailleurs, les premiers P-47 ont eu un problème. C'était la récupération en piqué, qui était assez compliquée. D'ailleurs, sur les premiers modèles, le B, la surface de la queue était en toile, et la pression était telle qu'elle se déchirait. Le pilote s'écrasait avec l'avion, puis elles ont été remplacées par des pièces en métal pour résister à la pression. Donc ce frein de piquet a dû être installé pour cette mission, parce que les modèles 25, 27, 28 étaient un peu plus compliqués, car il n'y avait pas d'autre moyen de contrôler leur vitesse, tu vois. Donc au début, c'était des chasseurs, ils n'aimaient pas vraiment, et là, je vais avouer que je ne sais pas. En mars 44, c'était déjà défini, il n'y avait pas encore ça, je ne sais pas si c'était déjà cette... comment dire... Le rôle du P-47 avait déjà été défini ainsi. Il sera utilisé principalement pour cela, tu comprends? Je crois que dans la 8e, n'est-ce pas?
parce que la 9e force aérienne va être transférée en Angleterre à la même époque où la 15e est créée. La 9e part en septembre ou octobre pour l'Angleterre. À ce moment-là, elle est au Moyen-Orient, en Égypte. À cette époque, la définition de force aérienne tactique ou stratégique n'existe pas encore. Eh oui. C'est à cette époque, à la fin de 1943, que sera créé le commandement des forces aériennes stratégiques pour coordonner l'offensive de bombardement sous une seule autorité, qui était le Chaos-Paz. Donc la 9e, elle va être détournée d'Égypte vers l'Angleterre. Elle va laisser ses avions à la 12e. La 12e grossit soudainement, devient énorme et reçoit des B-17, des B-24, elle reçoit tout. Sauf qu'en novembre, la 15e est créée. Et là, immédiatement, la 12e doit transférer ses composantes lourdes, les B-24, B-17 et même les B-26 à la 15e. Elle ne garde que les B-25. Les B-25 et les avions plus légers, le P-47 et le reste des P-39. Donc là-bas en Angleterre, à cette époque, en 1943, le P-47 est déjà en fait le seul vecteur d'escorte. N'est-ce pas? Oui, à part le P-38, mais le seul vecteur monomoteur. Donc, je crois que le P-47, à cette époque, en 1943, avait déjà acquis une certaine expérience dans l'attaque de cibles. Maintenant, à propos de ne pas envoyer l'escadron de chasse vers un autre théâtre là-bas, où que ce soit, mais par exemple, tu as parlé de l'Angleterre, etc. Avec la 15e, qui devait piloter le P-51, il y a aussi quelque chose, non? Tu n'envoies pas une unité encore peu expérimentée au combat, tout juste entraînée directement dans, pardonne-moi l'expression, là où ça chauffe vraiment, n'est-ce pas? On n'envoie pas. Exactement. Donc, le fait d'avoir envoyé le groupe de chasse en Italie est aussi lié à ça, et ce n'est en rien un défaut. Bien au contraire, d'accord? Oui, ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? Si tu regardes les documents du 350, dont j'en ai plusieurs ici, il est clairement indiqué que les premières missions du groupe de chasse seraient dans des zones moins défendues, avec des cibles plus grandes. Au fur et à mesure que les choses avancent, ils passent à des zones plus défendues et à des cibles plus petites, où il faut même s'approcher davantage, etc., etc., etc. Exactement. C'est la même pratique que la FEB a également suivie. Elle a débuté dans un secteur secondaire. Je pense que cela a à voir, l'envoi en Italie et le fait de voler avec le P-47 ont plus à voir, je crois, avec cette situation, n'est-ce pas? D'envoyer vers une zone à l'intérieur de ce qu'est cette force à ce moment-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas que c'est possible. Et puis, n'est-ce pas? Ce que peu de gens se rappellent aussi, c'est ceci, n'est-ce pas? Oui, même ainsi, Vasquez, là-bas, il n'y avait pas la Luftwaffe. Là-bas, c'était plus tranquille. Au contraire, mec, ils ont eu la pire mission qui existe, qui est la mission de bombardement en piqué. En réalité, c'était pire, car en bombardant en piqué, ta trajectoire devient prévisible, tu es une cible plus facile pour la flaque au sol. Quand tu es en combat aérien, d'une certaine manière, à moins que tu aies une très grande différence d'équipement et d'entraînement, n'est-ce pas? Mais théoriquement, tu es à égalité avec ton ennemi, tu comprends? Justement. Alors, il y a ce petit détail, n'est-ce pas?